Bon, on verra ça plus tard. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Bon, je suis désolée, j'ai les cheveux mouillés, j'ai encore la marque de mon casque, j'ai des petites rougeurs parce que j'ai une petite réaction. Mais en fait, cette vidéo, je la tourne un peu dans le speed. J'avais déjà fait tous mes rushs pour cette vidéo, mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un énorme bug. Mes rushs étaient au ralenti et je n'avais strictement aucun son, donc ils étaient juste irrécupérables. Donc j'ai dû recommencer, ça se fait un petit peu dans l'urgence parce que dans 2 jours je pars à Londres. Donc il faut que j'ai fait mes rushs, j'ai fait le montage, que j'ai publié la vidéo et sur YouTube ça met un temps infini à charger. Donc voilà, je me suis pressée de revenir du sport, je me suis douchée et j'ai pas encore les cheveux secs mais je fais quand même la vidéo. Donc cette vidéo est la première d'une série que je vais faire à propos de l'endométriose. Donc je sais que c'est un sujet qui va pas forcément intéresser tout le monde, mais il y a pas mal de personnes, forcément de jeunes femmes qui sont atteintes d'endométriose, qui me suivent et qui me posent des questions sur Instagram, vu que moi-même je suis atteinte d'endométriose et aussi de colopathie fonctionnelle. Donc je pense que c'était un sujet important à aborder, surtout que moi, j'ai démarré vraiment sur les réseaux sociaux en voulant partager mon expérience et ce que j'ai pu apprendre et ça m'a dirigée en plus vers la naturopathie. Donc voilà, ça va être la première vidéo, ça va pas être expliquer la maladie, ça vous avez plein de choses sur internet qui vous expliquent le fonctionnement de l'endométriose, je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais vraiment vous parler de mon expérience concrète, de ce qui s'est passé. Ce sera cette première vidéo et après j'en ferai d'autres sur d'autres sujets relatifs à l'endométriose, pour la gérer au quotidien parce que l'hygiène de vie peut avoir un vrai impact sur cette maladie. Il ne faut pas désespérer et il y a des choses à faire. Donc c'est parti. Donc bien sûr on va commencer par les débuts. Donc bien souvent la première question que j'ai c'est est-ce que j'ai toujours eu mal pendant mes règles? La réponse est oui. J'ai effectivement toujours eu mal pendant mes règles. Je me rappelle même que la première fois ça a été une torture absolue, c'était hyper douloureux. Donc j'ai toujours eu des règles très douloureuses, très abondantes. Je devais prendre du Doliprane et de l'Antadis depuis l'adolescence pour les douleurs parce que parfois je pouvais rester allongée, à plus pouvoir me lever parce que j'avais trop mal. Non, moi on m'avait toujours dit voilà les règles ça peut être douloureux, donc je m'étais pas formalisée plus que ça et j'avais continué on va dire mon petit bonhomme de chemin. Sauf qu'il y a 4-5 ans, les douleurs qui étaient pendant les règles ont commencé à arriver aussi quelques jours, puis 1 semaine avant les règles. Donc je me disais, bon bah ça annonce, hein, voilà, ils arrivent, au moins je le sais. Et après, bah, j'avais avant les règles, pendant les règles, puis après les règles. Donc au final, je me retrouvais 3 semaines par mois avec des douleurs vraiment atroces. À cause de mes règles, donc ça commençait vraiment à ne plus devenir une vie. Je me rappelle à l'époque, j'étais notamment en stage dans une banque. Bah, si à un moment, je téléphonais en pleurs à mon chéri parce que bah, je tenais plus. J'étais en état de douleur constant, 3 semaines par mois et c'est absolument épuisant. Ce faisant, je vais voir ma gynécologue pour voir un petit peu ce qui se passe, essayer de me renseigner et heureusement pour moi, j'ai une gynécologue qui connaissait déjà un petit peu l'endométriose, donc c'est elle qui m'en a parlé. Moi, je ne connaissais absolument pas. Donc elle m'a dit, voilà, les symptômes que vous me décrivez, c'est absolument l'endométriose. Elle m'a dit, il faut faire une IRM pour voir ce qu'il y a comme lésion et après vous rediriger vers un gynécologue spécialisé. J'ai fait une première IRM. Qui n'a pas montré grand chose. Il faut savoir que les IRM ne montrent pas forcément grand chose en cas d'endométriose. Ça a plus montré des lésions profondes, mais moi en l'occurrence, bah, je vous expliquerai après. Au niveau de mes lésions, ça n'a pas montré grand chose. J'avais une lésion, apparemment, ils pensaient sur le ligament utérosacré. Je me suis redirigée vers un médecin, un gynécologue un peu plus spécialisé dans l'endométriose.
Après pas mal d'échanges, etc. et au vu de mes douleurs, elle me propose de m'opérer. Au niveau de l'opération, le résultat a été que j'avais beaucoup de lésions, que c'était très diffus mais pas profond. Donc j'en avais vraiment à plusieurs endroits et c'était pas très ancré. Il faut savoir que dans l'endométriose, il y a des femmes qui ont des lésions très profondes qui peuvent ne rien ou quasiment rien sentir, et des femmes qui ont des lésions peu profondes et qui ont des nombreuses douleurs. Tout dépend au final de la localisation des lésions. Moi, la seule lésion profonde typiquement que j'ai, elle se situe sur le ligament utérosacré. Alors, allez savoir pourquoi elle ne l'a pas enlevé, ça je ne sais pas. Bon bref. Ce qui s'est passé, c'est qu'après l'opération, donc moi cette gynécologue m'a dit bon bah maintenant vous avez été opéré, les lésions sont terminées, l'endométriose c'est derrière vous. Sauf que je savais très bien que ce n'était pas le cas. L'endométriose, c'est une maladie qu'on peut stabiliser avec un traitement hormonal continu, chose qu'elle ne m'avait même pas proposée. Et c'est une maladie qui dure à vie. C'est quand on a des lésions en place, c'est comme si on avait des cicatrices mal fermées ou des bleus. Forcément, dès que vous avez un coup de fatigue, un coup de stress, un coup de... je ne saurais pas quoi dire, un coup... Parfois, on ne peut pas vraiment l'expliquer, quelque chose qu'on digère mal. Et ben ça se réveille, ça peut créer des douleurs et voilà, ça peut vite devenir un cycle infernal. Comme ça n'était pas résolu, j'ai voulu voir un professeur qui était extrêmement réputé dans le milieu. Ça a été la pire expérience par rapport à l'endométriose que j'ai eue. Je ne dirai pas son nom parce que mon but n'est pas de faire une mauvaise pub. Maintenant, si des jeunes femmes cherchent des médecins pour être suivis en endométriose, elles peuvent venir me contacter directement et voilà, moi je leur donnerai très objectivement mon retour. Donc ce professeur, j'ai pas du tout adhéré, il n'a pas eu un comportement correct vis-à-vis de moi, vraiment pas. Je pense que mon cas n'était peut-être pas assez intéressant pour lui. Du coup, je n'ai pas continué avec lui et ça je tiens à prévenir pour les jeunes femmes atteintes d'endométriose. Ça peut être compliqué de trouver quelqu'un qui vous suit et il faut surtout pas se laisser maltraiter par un médecin parce qu'il a un diplôme. Ce n'est pas Dieu, un médecin n'est pas Dieu et vous ne devez pas vous laisser faire et vous laisser récolter des mauvais commentaires, des choses mal placées parce qu'il est médecin. On est humain et lui aussi, et il n'est au-dessus de personne. Et on n'a pas à être maltraité. C'était vraiment quelque chose que je tiens à dire parce qu'on peut vite avoir tendance à se laisser victimiser. Moi, j'ai très mal vécu, je suis vraiment sortie en pleurs et presque traumatisée. Et après coup, j'ai repris du poil de la bête et je me suis pas laissée faire. Et je pense que j'ai bien fait parce que ça aurait pu vraiment m'atteindre psychologiquement de me laisser faire par ce genre de médecin. J'ai continué mes recherches et je me suis tournée vers l'équipe de l'hôpital de Saint-Joseph, qui est une équipe pluridisciplinaire. Donc, il y a des gynécologues, il y a des personnes spécialisées en imagerie, médecins de la douleur, etc. Donc il y a vraiment une prise en charge plutôt globale. À Saint-Joseph, ils m'ont effectivement expliqué que l'endométriose c'était à vie. Donc il fallait un traitement. Moi qui n'étais pas partisane de la pilule, je me retrouvais avec une pilule à prendre en continu pour arrêter les règles. Donc en arrêtant les règles, on évite que les cellules de l'endomètre se répandent et créent des nouvelles lésions. Ça a été assez dur à accepter, vraiment dur, parce que je pense que le cycle féminin est important et ça peut avoir des répercussions d'être sous hormones en continu. Pour n'en citer qu'une, typiquement l'envie de sexe. Faut dire les choses comme elles sont. Forcément, quand vous êtes sous pilule en continu, que vous avez plus votre cycle, ça peut être un peu plus compliqué. Ça, c'est un sujet que j'aborderai. Je pense que la sexualité dans l'endométriose, on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, c'est un sujet qui peut être vraiment grave dans un couple. Et l'endométriose, c'est pas juste la personne qui est malade. Il y a la famille, il y a les amis et il y a le conjoint. Malheureusement, malgré le fait que j'avais ce traitement en continu, les douleurs ne partaient pas. En voyant le médecin de la douleur, elle m'a expliqué qu'avec les années et les difficultés que j'avais eu à subir les assauts des douleurs, ce qui s'était développé, c'est des douleurs neuropathiques. Donc les douleurs neuropathiques, c'est vos nerfs qui sont très abîmés et très sensibilisés. Et ça, c'est assez compliqué. C'est comme si vous avez une mauvaise position, un mal de dos qui arrive et du coup, ça énerve. Enfin, vous avez complètement abîmé votre nerf
et il va falloir retravailler la posture, mettre au repos, etc. pour que ça puisse se calmer. Et à la moindre, si on va un petit peu trop loin, bah, ça peut repartir. Les douleurs neuropathiques, c'est exactement ça. 3 types de douleurs. Alors attention, ça va être le côté un petit peu glamour, mais voilà, je dis les choses crues telles qu'elles sont, hein, parce qu'il faut les expliquer. Donc j'avais mes douleurs que j'avais pendant mes règles qui là étaient stoppées par le traitement pilule. Donc moi je prends Cléra. J'avais des douleurs au niveau des aines, donc c'est le creux que vous avez en haut des cuisses, donc ça a tendance à irradier vers le bas des cuisses. C'est plus, on va dire, l'agglomération, les fascias qui se rigidifient, etc. Et le fait que j'avais que j'ai une lésion au niveau du ligament hétérosacré. Et les douleurs très neuropathiques aussi que j'ai sont au niveau de l'entrejambe, au niveau de l'entrée du vagin, où typiquement vous avez l'impression qu'on vous a versé de l'acide ou qu'on vous a frotté avec du papier de verre. C'est très très douloureux et typiquement pour moi rester assise toute une journée sur une chaise, ce n'est pas possible. Je ne peux pas rester en station assise toute une journée. Je ne tiens pas, c'est beaucoup trop douloureux pour moi, ça me réveille mes douleurs au niveau de l'entrejambe et par extension mes douleurs au niveau des aines. Après voilà, on est toutes très différentes. Moi je vous parle vraiment de ma pure expérience personnelle. Pour régler ce problème de douleur, le médecin de la douleur m'a proposé plusieurs traitements quand même relativement costauds, on va dire. Donc j'ai eu le droit à du dérivé d'opium et traitement antiépileptique, mais absolument rien n'a fonctionné sur moi. Encore une fois, je vous parle vraiment de mon cas à moi. Les traitements médicamenteux ne marchaient pas. La chance que j'ai eue, c'est que le médecin en question était une femme qui pratiquait énormément la méditation et qui m'a mis vraiment sur la piste de l'importance de la méditation, mais plus globalement de l'hygiène de vie sur l'endométriose, et m'a dit il y a vraiment des choses à faire, il y a des améliorations qui peuvent être apportées, le médicament ne résout pas tout. Le corps, il faut savoir qu'il a quand même un certain pouvoir de guérison, d'auto-guérison, de survie, et si on l'aide, si on l'écoute, il y a beaucoup de choses à faire. Je sais que ça peut paraître un peu mystique comme ça, mais moi j'ai pu l'expérimenter et vraiment j'y crois plus que tout. Écoutant les conseils de cette médecin de la douleur, je me dirige dans un premier temps vers la nutritionniste, enfin diététicienne, parce que nutritionniste c'est médecin, la diététicienne qui est rattachée à l'hôpital Saint-Joseph pour faire un point. Donc on voit un petit peu, on fait des tests d'intolérance alimentaire, elle me propose un traitement, mais malheureusement le traitement ça a été une vraie cata car il y avait pas mal de protéines de pois et de choses comme ça, et moi je ne digère absolument pas les légumineuses, donc ça s'est très mal passé et j'ai pas voulu continuer à travailler avec elle. Niveau alimentation, je me suis vraiment mise toute seule, j'ai fait beaucoup de recherches, vraiment beaucoup de recherches. J'ai lu pas mal de livres de médecins, d'études scientifiques, de choses, beaucoup vers les US par contre, parce qu'ils sont quand même plus avancés et ouverts. Je dis pas qu'il n'y a rien en France, mais ce qui se passe bien souvent, c'est qu'aux États-Unis, on découvre une technique, on voit qu'elle marche, on va l'essayer et on se dit on va comprendre le mécanisme après, tandis qu'en France, on a vraiment besoin de connaître le mécanisme d'abord avant de le mettre en place, et ça... Je comprends la prudence, mais ça peut aussi faire perdre beaucoup de temps. C'est vraiment plus du côté des États-Unis avec le docteur Perlmutter, Mercola, Jason Fung, qui je pourrais citer d'autres. Ah oui, côté européen, il y a eu le docteur Kousmine au début. Bref, niveau alimentation, j'ai commencé à apprendre de moi-même. C'est d'ailleurs à partir de ça que j'ai commencé vraiment à prendre goût au jeu, on va dire. Au niveau des douleurs, par contre, j'ai eu une vraie révélation parce que mon médecin m'a redirigée vers une autre médecin anesthésiste et hypnotiseuse. Et donc on a fait cette séance et pour moi ça a été un vrai déclic. Ça a été la première fois que mes douleurs se sont largement réduites. J'ai eu des douleurs pendant une semaine après et ensuite ça s'est espacé, plus de douleurs pendant 2 jours, 3 jours, 5 jours. Et j'ai été tranquille pendant quelques mois. Ça a été vraiment une délivrance et c'était impressionnant. Je pensais bien que je serais bien réactif à l'hypnose parce que
Souvent au yoga, vous avez la relaxation à la fin et j'arrivais vraiment à atteindre facilement cet état où vous êtes un peu à demi-sommeil, vous entendez autour de vous, mais vous êtes plongé, on va dire. Donc pour moi, ouais, ça a été une vraie révélation et c'était super cool. Et en plus de ça, j'avais commencé à pas mal pratiquer du sport. Le fait que bon, ça libère de l'endorphine, donc forcément ça fait du bien. Maintenant, c'est clair que c'est pas le traitement suffisant pour l'endométriose, mais c'est important parce que vous avez besoin de bouger vos lésions, vous avez besoin de bouger vos fascias. Il faut éviter que tout s'agglomère parce que ça va vous créer encore plus de douleur. Moi, typiquement, j'avais commencé par la marche. À chaque fois que j'avais les aines bloquées, il fallait que je marche. Ah oui, dans les intestins. Ouais. Pour moi, ça a été... En fait, ce que j'ai compris, ce qui s'est passé, beaucoup de mes douleurs avec le traitement venaient plus du côté de mes intestins. On m'a diagnostiqué une colopathie fonctionnelle, donc des problèmes, pas mal de problèmes intestinaux, de ralentissement au niveau de la digestion, etc. Et du coup, les intestins gonflent, les intestins s'enflamment, et ça, comme c'est très lié au niveau du bassin, c'est pas très loin des organes génitaux, etc. Ça a vite fait de jouer entre eux, surtout qu'avec l'opération, il faut savoir si vous vous faites opérer, au niveau du ventre, ça crée des adhérences. Donc il peut y avoir des adhérences entre différents organes. Moi, typiquement, j'ai une adhérence, je crois, entre une partie de l'intestin et un ovaire. Donc vraiment, là, ce qui commençait à réellement me gâcher la vie et à m'handicaper, c'était plus le côté alimentation où ça n'allait pas, où ma digestion n'allait pas. Et ça me créait énormément de fatigue parce que je pense que j'avais une très mauvaise assimilation. Puis j'avais quand même des douleurs sans cesse au final. Et plus, la difficulté à digérer, ça mobilise énormément d'énergie au niveau de vos intestins. Ils sont là pour essayer d'évacuer, de détoxifier. Donc ça a été vraiment très difficile. Au final, j'ai commencé à développer une relation un peu malsaine avec moi-même, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, à se dire ouais, j'ai le ventre gonflé, je suis comme ci, je suis comme ça, mon corps ne résiste pas, mon corps ne fait pas l'affaire, mon corps ne veut pas faire ce qu'il veut, et au final, mon corps est un traître. Ouais, je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, endométriose ou pas, à penser que son corps est un traître et à se dire qu'il ne réagit pas comme on veut, et du coup, ça va pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le corps n'agit pas pour nous embêter. Il fait pas... On va pas avoir un gros ventre pour nous embêter. On va pas prendre du poids pour nous embêter. Tout ça, ça reste des symptômes. C'est exactement comme un rhume. Il y a un dysfonctionnement, il y a une attaque d'une bactérie ou je sais pas quoi. Le corps réagit, le corps veut se défendre. Donc, typiquement, ce sont des mécanismes de défense et votre corps vous prévient. Votre corps essaie de communiquer avec vous et il vous prévient. Et c'est là où j'ai vraiment compris qu'en fait, la traite, c'était moi. Avoir ce déclic, ça a été pour moi hyper révélateur. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses et c'est là où je me suis dit mais je peux pas laisser faire ça. Déjà, je peux pas laisser l'endométriose prendre le pas sur ma vie et me définir. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas mon corps. Pareil pour la colopathie fonctionnelle, je dis beaucoup l'endométriose, mais la colopathie fonctionnelle prend autant de place, si ce n'est plus que l'endométriose au final. J'ai pris conscience qu'en fait je devais aider mon corps. Je devais être là pour lui et que jusqu'à présent j'en avais fait qu'à ma tête. J'avais voulu lui imposer mon rythme et mes décisions, sauf qu'il était complètement à bout. Il n'arrivait pas à suivre parce qu'il était beaucoup trop affaibli par les différentes attaques qu'il avait et que c'était à moi de me raisonner, de l'écouter et de suivre son rythme. Et à partir de ce moment-là, ça a changé énormément de choses dans ma vie. Ça m'a vraiment changé ma façon de voir les choses, ne serait-ce que par le sport, parce que j'avais tendance à vouloir en faire beaucoup trop. Et au final, c'était complètement en dents de scie. Il y avait une semaine où je pétais la forme, j'enchaînais les séances, etc. Puis une semaine après, j'étais complètement à plat toute la semaine, incapable de faire du sport. Du coup, je m'énervais, j'étais pas contente. Et non, malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Je ne devais pas imposer mon rythme à mon corps. C'est lui qui m'impose son rythme et je dois l'écouter parce que de toute façon, il ne va pas bien. C'est valable pour moi, mais c'est au final valable pour tout le monde. Il faut écouter son corps et c'est vraiment en l'écoutant et en apprenant à le connaître
qu'on arrive à progresser, qu'on arrive à avancer. Il a fallu pour moi mettre en place différentes techniques. J'ai compris l'importance de mon alimentation, que je devais mieux gérer, je devais apprendre vraiment ce qui convenait pas à mon corps. Pour moi, c'est le plus long parcours. Encore aujourd'hui, je travaille dessus parce qu'il y a vraiment eu des choses très abîmées. Il y a toute mon hygiène psychologique, la gestion du stress, l'équilibre psychologique est tellement important. On a tendance à le négliger outrageusement. Non, ça a une importance capitale, vraiment capitale. Et il y a plein de choses qu'on peut faire, même très simples pour notre équilibre psychologique. Donc il m'a fallu travailler sur ça. Et l'activité physique que j'ai dû reprendre de A à Z en gardant des objectifs que je voulais, mais en écoutant mon corps par rapport au rythme que je devais donner et apprendre à être patiente. Voilà un résumé de mon histoire. Donc n'hésitez pas à commenter, à me poser toutes les questions que vous voulez par rapport à l'endométriose, à me demander d'autres vidéos sur des sujets qui vous intéressent par rapport à l'endométriose. Moi aujourd'hui, voilà, ce qui est important que je vous dise quand même avant la fin, c'est que j'ai réduit, je dirais, de 90% mes épisodes de douleur d'endométriose. Ce qui est juste énorme. Je n'aurais jamais pensé que l'hygiène de vie, les changements que j'ai faits, et encore, j'ai pas fini d'en faire, pourraient réduire de 90% mes douleurs. J'étais tellement dans un état à être allongée, j'ai pas pu travailler pendant plus d'1 an. Quand j'ai repris un travail, je me suis effondrée avec une tension à 9,5. Donc vraiment, je ne pensais pas que modifier mon hygiène de vie pourrait avoir un tel impact. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. J'ai encore beaucoup de travail et beaucoup de choses à apprendre sur mon propre corps. Et je pourrais vous expliquer ce que j'ai fait, je pourrais vous faire des petits focus sur certains sujets. Donc n'hésitez pas à me dire ce dont vous aimeriez que je vous parle par rapport à l'endométriose. En tout cas, pour celles qui sont concernées, peut-être qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas directement concernées, mais qui connaissent des personnes qui sont atteintes d'endométriose. Mais pour celles qui sont directement concernées, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. On diagnostique de plus en plus de cas d'endométriose aujourd'hui. Il ne faut pas désespérer parce qu'il y a des choses à faire. Je ne dis pas que tout peut se régler par l'hygiène de vie. C'est un chemin compliqué et puis on est tous dans des cas différents et moi-même j'apprends encore. Mais il y a des choses qui peuvent être faites pour se faciliter la vie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire et puis je vous fais plein de bisous.